Il est allumé. Merci. Vous m'entendez ou pas? Ok, je suis désolée pour ma voix, je suis enrhumée. Donc on va faire au mieux et si jamais il y a besoin de reformuler des choses, vous n'hésitez pas si vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Du coup, j'interviens aujourd'hui dans le cadre de la semaine de la citoyenneté. Donc vous avez normalement tout au long de la semaine des interventions qui sont prévues. Et comme l'a dit Didier, on va commencer juste à parler handicap, mais avant tout, je tiens à revenir un petit peu plus sur ma présentation que ce que Didier a pu faire auparavant. Donc moi, c'est Emma Pouclé-Martin, je suis en train de créer mon entreprise. Je vais créer un cabinet conseil sur le RH et le handicap. J'ai en fait auparavant du coup fait un bachelor aux écoles Vidal et la première année du master et puis j'ai bifurqué dans une autre école pour la dernière année. J'ai fait toutes ces études en alternance, donc je comprends votre position et on va revenir justement sur le sujet du handicap avec la position justement de alternant et de comment vous pouvez aussi agir à votre échelle. Et du coup, juste pour précision, voilà, moi au niveau du domaine des ressources humaines, je me suis spécialisée vraiment sur tout ce qui est mode projet RH, donc c'est-à-dire mise en place de projets, que ce soit des outils informatiques, des processus RH, la mise en place de politiques diversité par exemple, toutes ces choses-là. Et du coup, je me suis aussi spécialisée sur les sujets de la diversité et de la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Donc aujourd'hui, on va parler handicap, mais un petit peu avant d'aborder le sujet très théorique, je voulais savoir combien d'entre vous pensent que dans la salle, on a au moins une personne en situation de handicap. À main levée, ça va, vous êtes nombreux à l'estimer. Ok. Combien d'entre vous pensent que le handicap se résume aux personnes en fauteuil roulant? Selon vous, combien de personnes en fauteuil roulant sont représentées en France? Est-ce qu'on est en dessous des 10%, aux alentours de 50% ou carrément 80% et plus? À main levée, en dessous des 5%? Ok, personne. Ok, devant, à peu près 50% de personnes en fauteuil roulant sur les personnes en situation de handicap. Ok, un peu quelques mains. Et plus de 80% des personnes en situation de handicap qui seraient en fauteuil roulant. Ok, on n'a personne. Bon, on va voir du coup au niveau un petit peu des chiffres. Sur le handicap, il y a des chiffres qui surprennent. En France, on a à peu près du coup 10 millions de personnes qui sont déclarées en situation de handicap, et j'insiste sur le déclaré, c'est-à-dire qu'il y en a, je pense, beaucoup plus qui sont juste pas déclarées et donc qui ne rentrent pas dans les statistiques français. Ça représente environ 15% de la population sur l'année 2023, hein, les 10 millions de personnes déclarées en situation de handicap. Sur ces 10 millions, on en a en fait 80% qui ont un handicap invisible. Un handicap invisible, c'est en fait un handicap qu'on ne voit pas. Si je vous dis par exemple que je suis en situation de handicap, combien d'entre vous l'auraient pensé? Aucun, voilà. Et pourtant, c'est le cas. J'ai été opérée d'une scoliose en fait il y a très longtemps et j'ai appris il y a juste un an que l'opération de la scoliose donnait droit au fait d'être reconnue en situation de handicap si jamais j'avais des complications par la suite. En fait, ça pouvait donner lieu à ça. Et c'est là qu'on se rend compte en fait que les 80% de handicap invisible, c'est-à-dire que parmi vous et moi, on est, je pense, un bon nombre en fait en situation de handicap à le savoir ou à ne pas le savoir. Et c'est pour ça qu'on estime qu'il est important de pouvoir parler du sujet, puisque du coup, ça permet aussi de prendre conscience de son état de santé et des signaux d'alerte qu'on pourrait parfois ignorer. En France, du coup, on a une personne sur deux qui sera amenée au cours de sa vie à être en situation de handicap, que ce soit d'une manière définitive ou temporaire. C'est-à-dire qu'en fait, le handicap, pour être reconnu, il n'a pas à être définitif. C'est-à-dire que vous n'avez pas forcément à être amputé d'un membre et ne plus pouvoir changer de situation. Vous pouvez par exemple avoir un cancer. Le cancer, il peut donner lieu au fait d'être en situation de handicap parce que c'est une maladie qui va vous impacter sur la durée, peut-être pas toute votre vie, mais en tout cas sur une durée suffisamment longue. Et c'est cette durée en fait qui va permettre de juger d'une situation de handicap ou pas en fonction de votre degré d'état de santé. C'est ce qui a été le cas pour moi. Au quotidien, je n'ai absolument aucune restriction par rapport à mon dos. Par contre, si jamais demain j'ai un accident de voiture et que je me prends un coup du lapin, en fait, l'opération de la scoliose peut avoir des conséquences sur cet accident que si j'avais pas eu l'opération, j'aurais peut-être pas eu les mêmes conséquences.
Donc ça, c'est vraiment important aussi à prendre conscience, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'êtes peut-être pas en situation de handicap, mais demain, vous n'êtes pas à l'abri que vous, un de vos proches ou quelqu'un que vous connaissiez de près ou de loin, puisse l'être. Et dans ces cas-là, il faut aussi être vigilant du coup à tout ça. Et enfin, du coup, pour revenir sur la fameuse question des fauteuils roulants, c'est en fait moins de 5% des personnes qui sont déclarées qui sont en fauteuil roulant. Et ça, c'est vraiment le plus gros stéréotype qu'on a autour du handicap. C'est que comme le logo du handicap est un fauteuil roulant, la plupart des personnes estiment que du coup, handicap égale fauteuil roulant égale quelque chose de visible, quelque chose de très gros, alors qu'en fait, le handicap, ça peut être quelque chose de très commun et quelque chose d'invisible et silencieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez peut-être quelque chose, vous avez l'impression que vous n'avez rien, vous n'avez pas mal, vous n'avez pas de restriction, de mouvement, de quoi que ce soit, mais en fait, votre état de santé, si on va un petit peu plus loin, effectivement, il peut donner lieu à une situation de handicap minime, mais qui suffit à être reconnu en fait. Ensuite, on va faire pareil, un petit jeu à main levée, histoire de voir un petit peu où est-ce que vous vous positionnez sur le sujet, si on est vraiment sur du base de handicap ou s'il y en a qui sont déjà un peu assertis à ce sujet. Dans la situation 1, on a Lucie qui est dyslexique et dysorthographique depuis qu'elle a 6 ans. Est-ce que dyslexie, dysorthographique, tout le monde est OK avec les termes? OK. Est-ce que pour vous, du coup, Lucie, elle est en situation de handicap ou pas? Ouais, effectivement. La dyslexie, la dysorthographie et en fait tous les troubles 10, donc dyscalculie et je ne sais plus les autres, mais il y en a beaucoup, en fait donnent lieu à une reconnaissance de situation de handicap et peut permettre en fait d'avoir des compensations, donc notamment dans le milieu scolaire. On peut avoir par exemple les tiers-temps, les choses comme ça, qui permettent d'avoir plus de temps pour réaliser nos cours ou nos examens. Mais dans le monde du travail, c'est pareil. Être dyslexique ou dysorthographique, vous pouvez avoir des compensations, vous pouvez avoir des outils aujourd'hui avec tout ce qui est intelligence artificielle, outils informatiques qui se développent. Vous pouvez avoir en fait des compensations qui vous permettent de pallier ce handicap et de pouvoir écrire des mails, écrire des lettres, des comptes rendus pour votre métier qui vous permettront en fait de compenser votre situation de handicap. Dans la situation numéro 2, du coup, on a Jules qui a mal à son genou gauche quand il court. Pour vous, c'est un handicap ou pas? Et est-ce qu'il y en a qui savent me dire pourquoi ce ne serait pas un handicap? Ouais. Alors ça, c'est super du coup. Le c'est pas permanent, oui et non. C'est-à-dire que ça se déclenche que quand il court. Alors en soi, c'est-à-dire que dans son quotidien, peut-être que ça n'impacte pas plus que ça et ça n'a pas de lien avec une situation de santé inquiétante au niveau du stade de ses douleurs de genou. Après, il peut y avoir une maladie chronique au niveau du genou qui effectivement rend la chose permanente. La question de justement dans quoi s'inscrit son handicap, c'est ce qu'on va voir un petit peu après, c'est qu'en fait le handicap, l'élément le plus important à prendre en compte pour le comprendre, c'est l'environnement. Que ce soit votre environnement personnel, professionnel, scolaire, c'est l'environnement qui va définir si vous êtes en situation de handicap ou pas. Moi, par exemple, mon dos, si je ne fais pas de la logistique à devoir porter des charges toute la journée ou que je ne suis pas contorsionniste parce que je bosse au cirque, mon dos me pose absolument aucun souci. Donc, pour certains métiers, certaines activités personnelles ou au niveau scolaire, je ne vais pas être considérée comme en situation de handicap puisque je n'ai pas de problème particulier. Par contre, admettons dans la situation 3, on a Mia qui est allergique depuis 1 an. Est-ce que ça pour vous c'est un handicap, l'allergie? Eh bien si. L'allergie en fait elle peut être considérée comme handicap à condition que justement on ait ce lien avec le milieu professionnel ou par exemple le scolaire. Si on prend le milieu professionnel, on peut estimer que par exemple Mia elle est allergique à la farine. Ok, super, ça arrive. Sauf que Mia, son rêve c'est de devenir boulangère. Bon, là son allergie elle pose problème. Parce que du coup elle va pas pouvoir faire son travail comme il faut. Elle va avoir des contraintes et on peut malheureusement pas forcément compenser ces contraintes. Par contre, si Mia elle est allergique à la farine et qu'elle devient fleuriste, là en fait sa situation de handicap elle peut être déclarée, mais en fait au niveau de son métier ça ne va avoir absolument aucun impact. C'est pareil par exemple sur les coiffeurs. Les coiffeurs qui sont allergiques à des produits chimiques, ça arrive très fréquemment. Et ça, en fait, au niveau compensation, hormis mettre des gants, se protéger, on ne peut pas non plus pallier à 100%
de la situation de risque. Et donc, du coup, on peut par exemple faire une reconversion pour faire un autre métier. Donc ça, justement, la notion de l'environnement professionnel ou scolaire, elle est super importante au niveau du handicap parce qu'on peut se faire déclarer, mais en fait, notre situation, on peut la garder pour nous et puis ne pas l'évoquer. Et l'évoquer juste vraiment quand on a des contraintes qu'il faut qu'on puisse pallier au niveau des compensations. Ça, voilà, c'est le spectre officiel actualisé de toutes les familles de handicap qui aujourd'hui sont reconnues. C'est-à-dire qu'un handicap, il va pouvoir être moteur, c'est-à-dire qu'on a une atteinte partielle ou complète à la motricité. C'est par exemple mon cas avec la scoliose, on touche à mon dos, j'ai des barres de fer en fait qui sont autour de la colonne vertébrale, donc on touche à ma motricité. Ça ne se voit pas, ça n'a pas un impact énorme, mais je suis par exemple moins souple et donc si j'étais contorsionniste, j'aurais des problèmes. Je ne suis pas contorsionniste, donc voilà. On a aussi la famille des handicaps visuels. Donc là, on ne parle pas que, par exemple, d'une personne qui est aveugle. On va parler vraiment de tous les troubles de la vision, c'est-à-dire que vous soyez aveugle, que vous soyez malvoyant, mais malvoyant, ça veut dire que, par exemple, vous êtes myope. J'en vois plein avec des lunettes, je ne sais pas jusqu'à quel stade vous avez perdu en vision, mais en fait, le handicap, à partir d'un certain seuil, vous pouvez vous faire reconnaître. C'est-à-dire que si vous êtes myope, mais vraiment très très poussé, et bien en fait, vous pouvez avoir une reconnaissance de handicap, mais que vous n'utilisez pas dans votre quotidien. On va avoir la même chose sur le handicap auditif. On a les sourds complets, mais on a aussi du coup les personnes qui sont juste malentendantes, qui ont une baisse de l'acuité de l'oreille gauche uniquement, les personnes qui vont avoir des acouphènes, donc c'est-à-dire tous les sifflements et tout quotidiens dans les oreilles. Tout ça, en fait, ça peut donner lieu à se faire reconnaître en situation de handicap, mais c'est toujours pareil, c'est une question de degré. Et d'ailleurs, quand on se fait reconnaître en situation de handicap, on a une échelle de degrés qui nous est attribuée. On a un seuil, je crois, en dessous de 50%, de 50 à 80% et au-delà de 80%. Généralement, quand on est au-delà des 80%, on est d'ailleurs reconnu en situation d'invalidité et plus juste de handicap. On va avoir aussi du coup tout ce qui est handicap psychique. Donc là, c'est les troubles mentaux, affectifs, émotionnels. Par exemple, la dépression. C'est très récent, mais la dépression a été reconnue récemment comme étant un handicap parce qu'en fonction du degré de dépression, il se peut que ce soit justement très handicapant dans le cadre professionnel ou même privé et du coup qui donne lieu à des compensations particulières, notamment des adaptations au niveau du temps par exemple, de travailler en mi-temps, en tiers-temps, pour pouvoir récupérer en fait de la dépression. On va avoir aussi donc tout ce qui est déficience intellectuelle. Là, on va parler par exemple des troubles trisomiques, trisomie 18, trisomie 21. On va parler aussi des troubles autistiques. Donc en fait, la différence entre déficience intellectuelle et troubles psychiques, c'est que déficience intellectuelle, on vient sur une perte de quelque chose au niveau du cerveau, de l'intellect. Donc la trisomie 21, par exemple, on n'a pas le gène dès le début. Et donc là, en fait, on a une déficience qui est je perds mon mot. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui est continu. Le trouble psychique, on vient avec l'aspect mental. C'est vraiment un trouble psychologique, psychiatrique. Donc ça, c'est vraiment différent. Ce n'est pas une déficience propre qu'on a dès le début. Et ensuite, on a la catégorie des maladies invalidantes. Et donc, c'est là où, généralement, on a beaucoup de cas qui sont ignorés. C'est-à-dire que les maladies invalidantes, ça peut être de l'asthme. Si vous avez de l'asthme qui est très prononcé, vous pouvez être reconnu en situation de handicap. Si vous avez, par exemple, du diabète, le diabète est reconnu comme étant une situation de handicap. Si vous avez de l'endométriose pour les femmes, l'endométriose récemment a été reconnue comme étant un handicap. Donc les diagnostics sont encore très mauvais, mais en tout cas, on a aussi des handicaps qui, depuis des années, ne sont pas reconnus et qui, au fur et à mesure, parce que les gens en parlent et essayent de se faire diagnostiquer et de poser des mots médicaux là-dessus, on a aussi des handicaps qui évoluent, qui à l'époque n'étaient pas reconnus et qui aujourd'hui le sont. Et demain, on aura peut-être aussi des maladies qui aujourd'hui ne sont pas reconnues et qui demain le seront. Par exemple, le Covid long,
Aujourd'hui, on parle juste de Covid long. Bah, peut-être que demain, le Covid long sera reconnu comme étant une situation de handicap parce qu'on vient sur la santé à un degré peut-être trop important pour certaines personnes. Et donc, dans les maladies invalidantes, on a aussi donc, toutes les allergies qui rentrent en compte, ou tout ce qui est maladies chroniques qui viennent en fait impacter la santé de manière continue, mais plus silencieuse que des handicaps qui pourraient être plus visuels et donc plus visibles, comme on dit. Ensuite, j'aimerais vous faire voir une petite vidéo que j'ai trouvée sur les réseaux. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu passer. Je ne sais pas si au fond vous voyez bien du coup la vidéo. Ok, donc pour ceux qui ne sont pas à l'aise en anglais, au cas où, c'est juste à la fin, voilà, c'est que le monde est plus compliqué pour vous quand il n'est pas designé pour vous. Est-ce que cette vidéo, ça vous évoque des choses, une expérience que vous avez peut-être vécue, ça vous fait réagir à ce que vous voyez, est-ce que vous trouvez que c'est too much dans la réalisation? Est-ce que c'est quelque chose qui vous marque, vous fait prendre conscience de peut-être quelque chose du quotidien ou pas? Ouais. Moi, l'été dernier, je travaillais avec des personnes en situation de handicap. Ouais. Et en fait, jusque-là, je pensais que c'était des séjours adaptés. Et jusque-là, je pensais que, par exemple, toutes les routes, comme elles étaient bétonnées, c'était super simple pour les personnes qui étaient du coup avec un fauteuil roulant. Et ça m'a permis de me rendre compte que déjà non, même pour la personne qui pousse, en fait, c'est super compliqué parce qu'il y a des trous pour les vélos, tout ça. Et il y avait une zone où il y avait des cannes. C'était infernal pour le pousser, en fait, le monsieur. Et du coup, quand j'ai demandé l'autorisation d'utiliser le fauteuil roulant, ça a complètement. Je me suis rendu compte que non. En fait, ce que je sais, c'est faux parce que c'est hyper compliqué. Ouais, justement, on ne se rend pas compte en fait, puisque dans notre quotidien, on n'est pas forcément impacté et on est tellement dans notre routine qu'il y a des choses en fait qui paraissent simples et qui, quand on va bouger quelque part ou qu'on est confronté à une situation où justement on est en difficulté, le coup des trottoirs, on y pense, enfin moi j'y pense souvent par rapport au fauteuil roulant, mais des fois je me dis mais même une poussette c'est encore plus commun qu'un fauteuil roulant si on le veut, et même la poussette elle ne passe pas sur un trottoir. Si vous avez un trottoir où vous avez une poubelle qui est laissée en plein milieu, vous vous dites en fait la mise en danger de quelqu'un qui est en fauteuil roulant ou ne serait-ce qu'un parent qui a la poussette, elle est énorme en fait cette mise en danger. Et c'est des choses du quotidien où si on n'y est pas confronté, qu'on n'y est pas sensibilisé, en fait on n'y pense pas tout le temps. Et justement la vidéo, moi je la trouve ultra frappante parce que c'est vraiment l'opposé de tout ce qu'on peut vivre, mais le livre qui est blanc, qui en fait est en braille, c'est vrai, on se rend compte qu'on a plein d'affichages dans la vie de tous les jours, rien n'est en braille. Et au niveau de la rue, on peut croire que par exemple les passages piétons ne sont pas forcément adaptés ou des choses comme ça. Et moi j'ai eu l'occasion d'avoir fait justement mon mémoire sur le handicap et d'avoir interviewé quelqu'un de la mairie de Toulouse parce que ça me frappait justement de me dire mais je ne comprends pas comment une ville aussi importante que Toulouse ne peut pas avoir des dispositifs. Et en fait on m'a expliqué que si, mais qu'ils sont invisibles pour les autres. En fait, les personnes qui ont besoin ont par exemple des télécommandes qui vont déclencher les passages piétons. Et ça, en fait, nous, si on n'est pas dans cette situation, on ne le voit pas, on ne le sait pas. Mais par exemple, moi, ce que je trouve frappant, c'est que j'aime beaucoup voyager. Et quand je voyage, j'ai un petit peu ce prisme de tiens, qu'est-ce qui se fait un peu dans les autres pays? Et des fois, je me rends compte qu'il y a des trucs tout bêtes qui existent, mais le passage piéton, par exemple, dernièrement, j'ai été sur Séoul, et en fait, ils ont des bandes lumineuses qui sont rouges ou vertes. Si on est malvoyant, par exemple, d'avoir la bande à ses pieds, plus le feu en face, plus un signal sonore qui nous dit c'est bon, vous pouvez passer. En fait, tout ça, c'est pas juste de l'accessibilité pour le handicap, c'est aussi de l'accessibilité que moi j'appelle universelle.
C'est-à-dire que même si on n'en a pas besoin, bah, ça nous est toujours utile des fois. Et donc, la manière d'avoir cette vidéo, c'est aussi de prendre conscience qu'il y a plein de cas au quotidien qu'on ne voit pas et pour lesquels c'est important en fait d'enlever un petit peu nos biais cognitifs de base de je suis pas concernée, ça me regarde pas et puis du coup je m'y intéresse pas. Est-ce qu'on avait peut-être d'autres expériences, avis ou retours sur cette vidéo et sur ce que ça peut évoquer pour certains? Non. Ok. Là, un peu plus technique au niveau du handicap, souvent des fois on peut aussi avoir la situation de tiens, j'ai l'impression que mon pote, ma soeur, ma mère, mon père ou mon collègue au boulot si vous êtes en alternance est peut-être en situation de handicap où je vois qu'il a des difficultés sur quelque chose et tout, mais je ne sais pas trop comment lui en parler, si je peux lui en parler, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, il faut savoir que pour des personnes en situation de handicap, la plupart du temps, je ne fais pas une généralité parce que certains vont pas forcément être d'accord avec ça, mais la plupart du temps, il n'y a aucun tabou à en parler. Au contraire, pour nous, plus on en parle, mieux c'est. Parce que faire un sujet tabou du handicap, c'est contre-productif et ça va à l'inverse de l'inclusion et du fait que ce n'est pas censé être quelque chose qui est marginal. Donc, si jamais un jour vous êtes confronté au fait que voilà, vous pensez que quelqu'un est peut-être en situation de handicap, ou même que vous-même, vous vous posez des questions sur votre propre état, vous avez, on va dire, 3 catégories de personnes que vous pouvez contacter. En premier lieu, le handicap, c'est quand même lié à votre état de santé. Donc la première personne à aller consulter, si jamais un jour vous vous posez des questions sur votre situation à vous, parce que vous n'allez pas aller consulter un médecin pour quelqu'un d'autre, c'est d'aller voir votre médecin traitant. Notamment si vous voulez vous faire reconnaître parce que vous êtes au courant que votre situation, du coup, elle peut donner lieu à une reconnaissance de handicap. Le médecin traitant aura un rôle à jouer dans cette déclaration administrative. Dans tous les cas, il faut un volet médical, donc le médecin traitant, c'est vraiment la personne à aller voir si vous avez le moindre doute sur votre état de santé ou si vous voulez tester quelque chose. Si vous avez l'impression que des fois, vous n'entendez pas ce qu'on vous dit, que vous vous demandez à répéter 15 fois les choses, que quand il y a du brouhaha, vous vous rendez compte que vos oreilles ne suivent pas du tout, vous pouvez demander à votre médecin d'aller faire un diagnostic pour savoir si vous avez de la perte d'audition ou pas. Et justement, voir avec les résultats si vous êtes à un seuil qui vous permet d'avoir une reconnaissance quelconque. Ensuite, vous avez aussi les référents handicap. Les référents handicap, vous les avez à plusieurs niveaux. Vous les avez à l'école. Vous avez des référents handicap en fonction de votre niveau, de votre parcours. Vous avez aussi des référents handicap dans certaines entreprises. Normalement, c'est de plus en plus commun et des fois, même les entreprises qui n'ont pas l'obligation d'en déclarer en nomment un pour avoir justement une personne qui est référente à ce sujet. Le référent handicap, pour ceux qui éventuellement ne le sauraient pas, c'est vraiment une personne conseil, ressource, qui va vous permettre soit de vous accompagner et de vous donner des éléments peut-être justement sur va voir ton médecin parce que là peut-être que ta situation elle est un peu importante. C'est quelqu'un qui peut par exemple vous donner le dossier administratif qui est à remplir parce que vous êtes au courant que vous devez faire les démarches mais vous ne savez pas où trouver le document. Bon ben voilà, le référent handicap c'est vraiment la personne ressource que ce soit à l'école ou en entreprise, qui va vous permettre de pouvoir aussi parler du sujet et de vous donner des conseils ou de vous rediriger vers les personnes compétentes par rapport à vos situations. Et enfin, on les oublie un peu souvent, mais dans le cadre du travail et donc notamment de l'alternance, parce que vous avez quand même le droit de les solliciter de manière individuelle, vous avez tout ce qui est service de santé au travail. Donc dans service de santé au travail, on a le médecin du travail, mais on a aussi les assistantes sociales. Et les assistantes sociales, on les oublie souvent, et souvent, on ne sait pas trop ce qu'elles font, et on a un peu peur du terme qui est vraiment assez barbare. Mais en fait, les assistantes sociales, elles vont avoir un double rôle, c'est-à-dire qu'elles peuvent vous conseiller à la fois sur votre situation professionnelle, parce qu'elles connaissent l'entreprise et que ça va vraiment s'adapter au milieu professionnel, mais elles ont aussi la casquette du personnel. C'est-à-dire que s'il y a un impact sur votre vie perso, que vous vous posez des questions justement de comment votre situation, elle peut s'arranger entre le perso, le pro et tout. L'assistante sociale, c'est vraiment une personne qui va avoir les deux casquettes et qui est tenue au secret professionnel.
Donc, elle ne divulguera rien à l'employeur et en tout cas, elle vous permettra d'avoir les éléments nécessaires. Le médecin du travail, lui, il va vraiment venir sur le conseil aussi, mais plus sur la réflexion de quels sont les aménagements du poste possibles si vous en avez besoin en fonction de votre situation de handicap. Aménagement de poste, ça ne veut pas dire un truc énorme à mettre en place qui va coûter des millions d'euros à votre employeur, sachant qu'en plus, les employeurs peuvent avoir des aides pour les aménagements de poste. Donc vraiment, il ne faut pas se poser la question de quel est l'impact que ça va avoir pour l'entreprise, l'école ou quoi. C'est vous. C'est vous et votre santé la priorité. C'est vraiment l'élément qu'il faut retenir. Et le médecin du travail, du coup, l'aménagement de poste, ça va pouvoir être donc des aménagements d'horaire, des aménagements de votre bureau. Par exemple, moi, on avait installé un bureau assis debout pour me permettre d'être plus mobile et donc du coup de réduire aussi les douleurs du fait de la sédentarité, parce qu'aujourd'hui, c'est le grand mal de notre société, on est de plus en plus sédentaire. Donc, les aménagements de poste, en fait, ça peut être vraiment très divers. Ça peut être un aménagement de poste par rapport à l'équipe. Donc après, il y a la question de est-ce qu'on en parle à notre équipe avec qui on travaille? Est-ce qu'on en parle à nos collègues de classe? Est-ce qu'on en parle aux professeurs, aux managers? À qui on en parle, à qui on n'en parle pas? Et ça, justement, pour rappel, le fait de déclarer votre situation de handicap, c'est quelque chose de confidentiel. Pardon. Désolée. Du coup, déclarer sa situation de handicap, c'est vraiment quelque chose qui est confidentiel. C'est-à-dire que vous pouvez vous faire déclarer administrativement, mais ne pas en informer l'école ou votre employeur. Et si jamais vous en informez, par exemple, votre école ou votre employeur, vous pouvez en informer qu'une partie. C'est-à-dire que, par exemple, au niveau de l'entreprise, moi, j'ai pas envie que mes collègues soient au courant. Par contre, mon manager, j'ai besoin qu'il soit au courant parce que si j'ai besoin de quitter plus tôt pour un rendez-vous médical, c'est lui qui valide mes choses parce que c'est lui mon responsable. Mon équipe, si j'ai pas un très bon esprit d'équipe, je peux dire, je m'en fiche qu'il soit au courant ou pas au courant. Moi, c'est mon manager qui m'intéresse. Donc, j'en informe que mon manager. Pour l'école, c'est pareil. Si vous voulez qu'il y ait juste l'administration qui soit au courant, mais pas votre professeur ou la classe, il n'y a aucun souci à ça. C'est vous qui décidez. Vous êtes vraiment maître de votre situation. C'est la vôtre, c'est votre état de santé. Et quand bien même vous décidez de déclarer votre handicap, donc juste de dire, voilà, je suis en situation de handicap, en théorie, vous précisez si vous avez besoin d'une compensation, d'un aménagement quelconque ou quoi, parce que c'est la question, parce qu'en soi, de savoir que vous êtes en situation de handicap ou non, ça ne va rien changer en soi si on ne sait pas s'il y a besoin d'une adaptation quelconque en fait derrière. C'est l'adaptation qui est nécessaire. Mais vous pouvez très bien déclarer votre situation sans pour autant dire quelle est votre pathologie. Vous n'êtes pas obligé de dire j'ai un cancer, du coup j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, ou j'ai une scoliose, j'ai besoin de ci ou quoi. Vous pouvez juste dire que voilà, vous êtes en situation de handicap, que vous avez besoin de telle compensation, et ça suffit. Donc ça, c'est vraiment aussi important de prendre en considération le fait que déclarer son handicap, généralement, c'est censé être mieux pour vous parce que c'est censé vous aider justement à compenser une difficulté quelconque. Mais vous êtes maître en fait de décider si oui ou non vous en informez, qui vous en informez et jusqu'à quel stade vous informez les personnes que vous voulez. Donc ça, c'est vraiment un élément important à prendre en compte sur la notion de handicap. C'est, voilà, vous êtes maître de votre situation. Merci. Sur ces trois typologies de personnes à contacter, est-ce qu'il y en a une, par exemple, que vous n'auriez pas pensé que vous pouviez aller vous renseigner auprès d'elle dans le cadre du handicap, ou est-ce que pour vous, ça vous paraît logique et vous étiez déjà au courant que vous pouviez contacter toutes ces personnes? Est-ce que vous connaissez Logique. les référents handicap ou les référents handicap à l'école?
C'est un truc de fou, ça. Donc normalement, dès qu'il y a des référents handicap, vous avez des communications qui sont faites, vous avez l'information qui est accessible. Et si vous vous posez des questions, vous ne devez pas hésiter à aller justement demander, ne serait-ce qu'à connaître la personne qui est référente, parce que le jour où vous êtes confronté à une situation où vous avez peut-être besoin d'envoyer quelqu'un vers cette personne, bah, si vous ne savez pas qui c'est un petit peu plus compliqué. Et puis, vous ne pouvez pas non plus prendre le rôle d'informer les gens, puisque la situation est toujours très particulière et toujours liée à un état de santé. Et ça, c'est aussi important à garder en considération. L'information, vous avez dans le coworking. Dans le coworking, vous avez tous les référents. C'est une obligation d'affichage que l'on a au niveau du CFA. Donc vous regarderez dans les coworking, vous avez la liste des référents handicap, par exemple, ou des référents diversité, ou des référents. On a, je ne sais plus combien de référents, c'est 8 ou 9, je crois. Voilà. Pour les référents handicap, pour les BTS, c'est Laetitia, qui est l'assistante pédagogique avec Bruno. Et pour les bachelors et les masters, c'est Laurie, qui est référente handicap. Voilà. Vous avez l'info comme ça au moins. Et du coup, vu qu'on est dans le cadre de la semaine de la citoyenneté, moi qui suis du coup très en veille au niveau du handicap, il y a une consultation nationale sur justement le handicap, puisque je ne sais pas si vous le savez ou pas, mais cette année, on fête les 20 ans de la loi handicap de 2005, qui est venue justement redéfinir un petit peu cette notion et comment elle s'inscrivait en France. Donc justement, il y a plein de choses qui ont été faites depuis 2005 sur le sujet, mais il y en a encore beaucoup qui finalement sont à améliorer. Et si jamais le sujet vous intéresse, que vous avez une idée de quelque chose qu'on aurait pu mettre en place ou qu'on pourrait améliorer, je vous invite, j'enverrai du coup le lien si jamais ça vous intéresse, mais je vous invite à aller justement donner votre avis sur la consultation nationale, parce qu'au final, c'est ça qui est aussi utile, c'est de prendre en considération l'avis des gens, de ceux qui sont concernés au quotidien, et même ceux pour qui, même si vous n'êtes pas en situation de handicap, vous pouvez très bien avoir une idée de quelque chose qui pourrait améliorer la situation, ou une loi ou un élément d'une loi qui pourrait avoir un impact plus important que tout ce qui a été fait du coup depuis 2005. Pardon. Et après, j'aurais aimé quand même recueillir un petit peu vos avis sur, par rapport à tout ce que vous vivez au quotidien, ou des situations où vous y êtes confronté, ou même sans y être confronté. Si vous imaginez une situation, demain, si vous devez avoir un geste en faveur de l'inclusion des personnes en situation de handicap, si vous deviez faire attention à une parole que vous dites justement sur le sujet, qu'est-ce que vous feriez demain pour essayer d'être un peu plus inclusif et de faire attention au sujet du handicap? Ça peut être un geste, une parole, une action, un engagement, le fait de se renseigner, enfin voilà. Qu'est-ce que demain vous pourriez mettre en place, vous, à votre échelle, que ce soit à cadre personnel, professionnel ou au sein de l'école? Qu'est-ce que vous pourriez faire peut-être pour être un peu plus inclusif demain? Ne vous bousculez pas surtout. Est-ce que par exemple, si je vous dis que dans les transports en commun, on a souvent le cas des personnes qui sont assises aux places prioritaires, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'assister à une altercation justement d'une personne qui demande une place prioritaire et qui ne veut pas céder sa place? Ou est-ce qu'on vous a déjà demandé à vous de vous lever d'une place pour que quelqu'un puisse s'asseoir? Ouais. Je me lève. Sans brancher? Non, mais même de moi-même. Ok. Donc systématiquement, je prends le métro, je me retrouve dans une situation où une personne âgée rentre, même s'il y a une jeune qui est en face, c'est moi qui veux me lever. Ok, personne âgée. Personne âgée. Parce que... Là, je ne suis pas tout jeune. Hein. Mais effectivement, je suis encore en situation. Plusieurs fois, on m'a proposé de prendre la place, j'aurais dit non, c'est bon. Voilà. Ça, justement, sur les personnes âgées, on a aussi un gros fléau sur le sujet du handicap. C'est que, par exemple, quand vous avez les places prioritaires dans les transports ou que vous avez les caisses prioritaires dans les supermarchés, on a, à mon avis, bien trop souvent associé le fait que personne âgée égale handicap. Pas du tout. Ce n'est pas, désolé pour le terme, mais parce que vous êtes vieux, que vous êtes en situation de handicap et que vous pouvez vous permettre de
d'insister pour avoir une place ou de passer à la case prioritaire. Vous pouvez être en situation de handicap et être âgé, il n'y a aucun souci avec ça. Et justement, le handicap, il intervient pour la plupart au-delà de l'âge de 15 ans. Il n'est pas de naissance, il intervient au cours de la vie. Et au niveau du travail, on le voit dans les statistiques, c'est des accidents du travail qui sont causés la plupart du temps et qui en fait engendrent des situations de handicap. Il n'y a aucun mal à ça. Par contre, il y a une vraie notion de vigilance à avoir sur justement ces personnes âgées qui généralement sont un peu virulentes aussi des fois dans les transports pour pouvoir s'asseoir, qui par exemple vous, si vous êtes jeune, moi c'est ce qui m'est arrivé, en étant jeune, visiblement en bonne santé, je m'assois sur mes places prioritaires puisque j'ai la carte priorité. J'ai plein de fois des personnes âgées qui vont m'agresser pour me dire de me lever et de céder la place. Et donc là, il faut faire preuve de sang-froid pour expliquer que, désolé, mais en fait, je suis prioritaire et que, à ce moment-là, en fait, oui, j'ai besoin d'être assise. Il y a des fois, je ne vais pas avoir de nécessité d'être assise, donc je vais volontairement céder ma place. Par contre, il y a vraiment ces stéréotypes, en fait, qui rentrent en compte la plupart du temps dans la vie du quotidien et sur lesquels, justement, la sensibilisation, elle est primordiale. C'est que, voilà, personne âgée n'égale pas forcément handicap. Et si vous êtes en situation de handicap ou que vous avez la nécessité ce jour-là de vouloir vous asseoir et d'être assis parce que vous avez passé 8 heures à faire quelque chose debout et que vous ne tenez plus sur vos jambes, vous êtes aussi en droit de pouvoir l'évoquer et dire que non, vous avez besoin, si la personne n'a pas de carte priorité, dans les ordres de priorité, si vous regardez dans les métros, le handicap arrive bien avant les personnes âgées. Les personnes âgées sont les dernières prioritaires. C'est-à-dire qu'une personne avec un enfant de moins de 4 ans est plus prioritaire qu'une personne âgée. Donc là aussi, ça remet des fois dans le contexte de se dire, vous êtes aussi légitime des fois, si vous êtes en situation de handicap et que vous avez votre carte priorité, d'assumer que cette place, elle est aussi la vôtre et que vous devez pouvoir y rester aussi. Mais en tout cas, voilà, c'est un des éléments où dans les transports, se lever instinctivement, si on n'est pas en situation de handicap et si notre situation de santé le permet, c'est quelque chose qui favorise l'inclusion, évite justement des confrontations difficiles parce que généralement les personnes qui sont en situation de handicap et qui ont la nécessité de devoir s'asseoir justement dans les transports ou de passer en priorité sont des personnes qui sont extrêmement fatiguées généralement et qui du coup sont plus rapidement irritables. Et on arrive très fréquemment sur des confrontations de c'est moi qui dois m'asseoir, non c'est moi, et puis voilà. Derrière, du coup, il y avait aussi une situation. Alors moi, je l'ai vécu, j'ai un handicap invisible. Ok. Et une dame est arrivée une fois en me demandant de me lever. Je lui explique que si je reste pas assise, vu que c'est un mouvement, je risque littéralement de tomber dans le métro. Et la dame, elle m'a dit je m'en fiche, vous mentez, vous vous levez, vous me laissez la place. J'ai dit très bien, mais alors je porte plainte, si je tombe, je prends votre numéro et votre numéro de téléphone. Bizarrement, la dame qui hurlait dans le métro, c'est lui. Voilà. Donc ça, c'est des situations en fait où vous les voyez peut-être pas, mais ça arrive tous les jours. Ça arrive au moins 20 fois par jour qu'une personne en situation de handicap soit remise en cause par rapport à sa légitimité. Ça arrive aussi par exemple avec la carte stationnement. Parce que c'est pas parce qu'on est en situation de handicap qu'on a toutes les cartes. Les cartes priorité, les cartes stationnement et l'invalidité, elles sont toujours définies en fonction de notre degré de handicap. Donc c'est l'échelle que je vous disais tout à l'heure, moins de 50%, 50-80 et plus de 80. En fonction de notre handicap et de son degré d'importance, on peut avoir une carte, les deux ou aucune. Et ça, c'est vraiment des commissions de professionnels qui les délivrent. Donc on ne les achète pas comme ça au black, on file un petit billet, on a une carte. Vraiment, c'est défini, c'est très structuré, toutes ces choses-là. Et c'est très surveillé justement pour les donner aux personnes qui ont réellement besoin de ces cartes. Il y a malheureusement beaucoup de faux qui circulent. Alors, malheureusement, il y a toujours des faux de tout. Et on a aussi souvent des fois le cas de la personne qui prend la carte de son conjoint, de son proche qui est en situation de handicap et qui va en profiter. Il faut savoir que si la personne qui est en situation de handicap, elle n'est pas avec vous au moment où vous prenez une place de stationnement ou que vous passez en caisse priorité, vous n'avez absolument pas le droit de bénéficier de cette compensation qui est pour la personne en situation de handicap. Par contre, généralement,
quand vous avez un accompagnant, admettons, je vais faire les courses avec mon conjoint, en fait, mon conjoint bénéficie automatiquement de mes compensations. C'est-à-dire que la caisse priorité, on y passe à deux, que si par exemple on va à un concert qui a une file priorité, il n'y a pas que moi qui passe en priorité, il y a moi et mon accompagnant. Et ça, c'est toujours pareil parce qu'on ne peut pas juger de si la personne en situation de handicap, elle peut se gérer toute seule ou si elle a besoin d'aide. Et besoin d'aide, ça ne veut pas dire que tout à chacun est en capacité de pouvoir aider cette personne-là. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est important à savoir, c'est que quand vous êtes déclaré en situation de handicap, généralement, les compensations qui sont prévues incluent toujours au moins un accompagnant dans les bénéfices que vous avez pour compenser le handicap. Sur, par exemple, une expérience de stationnement d'une personne que je connais, c'est pareil, c'est quelqu'un qui est relativement jeune, qui visiblement, on n'a pas l'impression qu'elle est en situation de handicap, elle a un pied beau, donc c'est-à-dire qu'elle a une jambe plus haute que l'autre. Et cette personne, en fait, a sa carte sur la voiture pour le stationnement. Elle va se stationner à sa place pour aller faire ses courses, et là, une personne tape sur le capot, mais d'une manière très virulente, et commence à faire des gestes dans tous les sens, et tout ça, tout ça. Donc la personne sort de sa voiture, lui demande qu'est-ce qui lui branle, et en fait la personne lui dit « mais vous n'avez pas le droit de vous garer là, je ne veux rien savoir, bougez d'ici, c'est ma place ». Et donc là la personne lui montre gentiment la carte qui est apposée sur la voiture, puisque pour le stationnement, vous avez 2 exemplaires de cartes, vous en avez une que vous gardez avec vous et une que vous scotchez sur les voitures. Et justement, il y a beaucoup de vols à ce niveau-là, puisque du coup, les gens pètent les pare-brises pour récupérer les cartes qui sont apposées. Et en fait, voilà, justement, donc la personne sort de la voiture, et là, la personne qui jacte depuis le début lui dit « mais regardez-vous, vous n'êtes pas en situation de handicap ». Bon, là, la personne lui dit « mais enfin… » Il y a la carte, donc si, je le suis et je suis légitime de me garer ici. Mais ça, c'est pareil, c'est une situation du quotidien où, si vous regardez en allant faire vos courses, les places handicapées, le nombre de voitures garées dessus et vérifier les pare-brises. Voilà. Même si statistiquement, le nombre de cartes stationnement est moins important que le nombre de personnes qui est déclaré en situation de handicap ou quoi, parce qu'on n'a pas tous besoin d'une priorité au stationnement, vous verrez en fait que la plupart des voitures n'ont pas les cartes d'apposer. Et ça, c'est un vrai problème aussi au niveau société. Est-ce que vous, par exemple, je ne sais pas combien d'entre vous ont des voitures, ça vous est déjà arrivé parce que vous en avez pour 5 minutes, de prendre une place handicapée, ou parce que flemme de tourner dans le parking, c'est plus proche de la porte, vas-y, je m'y mets, je serai rapide. On ne jugera pas ceux qui l'ont fait. Ouais, ça t'est arrivé? Et c'était 2 minutes. C'est moins de 5, ça passe. Non, mais voilà, ça, c'est par exemple des gestes qui peuvent être anodins. On peut se dire, ouais, mais c'est rien, c'est pas grave, le parking, voilà. Mais en fait, pour les personnes qui sont en situation de handicap, c'est extrêmement épuisant d'avoir à se battre en fait tous les jours pour faire valoir nos droits. Parce qu'en fait, la situation de handicap, une fois qu'on est déclaré, c'est pas juste des avantages. On n'a pas des avantages financiers à tout va. On n'a pas les cartes si voilà, on n'a pas une situation qui le nécessite. Donc en fait, c'est pas des avantages, c'est des compensations. On vient vraiment pallier le fait que vous avez quelque chose en moins, quelque chose qui vous diminue, quelque chose qui vous impacte, et du coup, on vient vous rendre à un pied d'égalité avec des personnes qui n'ont rien, qui n'ont pas de problème de santé. Donc, en dehors du priorité, stationnement, tout ça, est-ce que, par exemple, vous avez d'autres idées de choses que demain, vous pourriez faire pour favoriser l'inclusion, notamment sur le fait d'en parler? Est-ce que c'est un sujet sur lequel vous êtes à l'aise pour en parler? Ouais. Est-ce que vous pouvez, à main levée peut-être, si vous voulez le dire ou pas le dire, peu importe, mais est-ce que dans votre entourage, vous avez connaissance de personnes en situation de handicap? Que ce soit entourage pro, perso, tout mélangé. Hein. Ok. Bon, ça en fait pas tant que ça.
Ok. Et du coup, le handicap, pour ceux qui y sont confrontés au quotidien, est-ce que c'est un sujet sur lequel vous estimez qu'il y a un tabou aujourd'hui à en parler, que vous ne savez pas trop quel mot utiliser? Est-ce qu'on dit qu'il est handicapé, en situation de handicap? Sur quel pied vous dansez quand vous en parlez? Ou est-ce que c'est un sujet sur lequel, justement, comme vous y êtes confronté, pour vous, c'est fluide, c'est normal et on devrait en parler plus ou pas? Ouais. Enfin, moi, je pense que ça dépend de la personne qui le vit. Si la personne, elle est OK avec ça, on peut en parler. Si elle n'est pas OK, bah non. Ouais. Et justement, est-ce que si jamais demain vous êtes confronté comme je l'évoquais tout à l'heure, vous pensez que, mais vous n'êtes pas sûr, est-ce que vous vous sentez à l'aise pour savoir comment justement évoquer une situation avec la personne? Parce qu'il faut savoir que la personne en situation de handicap, c'est pas parce qu'elle donne l'air de ne pas vouloir en parler ou que ça peut paraître tabou de se dire en mode je suspecte quelque chose, mais je ne sais pas si elle va mal le prendre ou quoi que ce soit. Est-ce que justement c'est compliqué pour vous de savoir comment aborder une personne en se disant je ne sais pas si je fais un faux pas. Enfin, est-ce que pour vous, vous avez l'impression que si vous parlez handicap à une personne qui peut-être n'est pas concernée finalement, vous faites un faux pas ou vous faites quelque chose de mal? Enfin, est-ce que vous le prenez mal si jamais ça vous arrive? Ouais. Je pense que tant qu'on ne pose pas la question, on ne peut pas savoir et c'est pas quelque chose qu'on peut deviner chez les personnes. Donc poser la question, c'est quand même assez important. Si la personne est en situation de handicap ou pas, c'est pareil avec l'histoire de. Enfin, je rapproche ça au pronom. Je sais que si la personne une fois est un peu interrogée, je vais dire est-ce que tu peux me demander tes pronoms pour être sûr que je la mets sur ça. C'est pareil avec l'handicap. Il faut être sûr que je parle, enfin, que je ne sois pas avec des pronoms qui peuvent blesser la personne si elle n'est pas en situation de handicap. Ouais, c'est très juste. En fait, il y a la notion de l'aborder cash, mais il y a aussi la notion de vous pouvez parler du handicap sans pour autant dire le mot handicap qui pour certains peut encore faire peur. Si on a vu depuis le début, le handicap c'est quand même lié à un élément de santé, à des choses qui se voient ou ne se voient pas. Par exemple, je ne sais pas du coup au niveau des promos qui sont présentes sur quelle filière professionnelle vous êtes, mais moi du coup qui était dans les ressources humaines, le handicap en fait on apprend dans les ressources humaines à l'aborder de manière beaucoup plus globale. C'est-à-dire qu'en entretien de recrutement par exemple, je ne sais pas si vous le savez, mais on a 24 critères de discrimination et le handicap est le premier depuis des années. Le handicap est toujours le premier critère de discrimination en France. À savoir qu'on a l'interdiction du coup de demander cash. Est-ce que vous êtes en situation de handicap? Enfin, ça ne se demande pas, on n'a pas le droit, c'est discriminatoire. Par contre, dans les ressources humaines, pour aborder la question en entretien, on peut demander si la personne a besoin d'adaptation quelconque pour son poste de travail. Et donc là, en fait, si la personne nous dit « bah oui, moi j'ai besoin de ça ou de ça », on va le prendre en compte parce que nous, ce qui nous intéresse dans le monde professionnel, c'est l'adaptation, c'est pas le handicap, la typologie de handicap ou quoi que ce soit. Donc, nous, en ressources humaines, on peut aborder la question du handicap en disant, voilà, est-ce que tu as besoin d'adaptation quelconque pour pouvoir faire ton travail au quotidien comme il faut ou pas? Enfin, voilà. Si vous abordez aussi la notion du fait que, voilà, aux écoles Vidal, on a une politique diversité qui est en place, qui est active, qui vit tous les jours au sein des écoles. De parler du fait que vous avez une politique diversité dans votre entreprise, des fois, la personne en situation de handicap, elle va se sentir plus à l'aise aussi pour se dire, ok, bon, ils sont un peu aware sur le sujet, donc je me sens plus en confiance pour pouvoir aborder ma situation, même si je ne rentre pas dans les détails, c'est qu'ils sont au courant, c'est qu'il y a des choses qui sont faites. Si jamais vous êtes en situation de handicap un jour et que vous vous retrouvez par exemple en entretien ou quoi et que vous ne voulez pas trop parler du sujet, vous ne savez pas trop si on en parle, on n'en parle pas, vous pouvez aussi poser des questions. Par exemple, on dit toujours de réserver quelques questions pour l'entreprise. Vous pouvez leur dire, est-ce que vous avez une politique diversité? La diversité, ce n'est pas que le handicap. Hein.
La diversité, c'est l'égalité homme-femme, c'est les genres, c'est l'orientation sexuelle, enfin, c'est tout. La diversité, c'est global. Donc, si vous demandez à une entreprise, bon, bah, ok, est-ce que vous avez une politique diversité en place? Ils vont vous dire oui, non, et ils vont vous dire sur quelle thématique ils sont à fond en ce moment. Si jamais ils vous parlent du handicap, pareil, vous vous sentez plus en confiance, vous vous dites, ok, peut-être que du coup, il y a des choses qui sont en place, qui libèrent un budget spécifique par rapport à ça, et du coup, vous vous sentez plus en confiance pour pouvoir aborder le sujet. Quand vous avez en fait une personne, que ce soit un collègue, un camarade de classe ou quoi, c'est pareil. Si vous voyez une situation de difficulté, vous n'allez pas lui voir et dire dis donc, t'es pas handicapé toi un peu? Non, vous pouvez aller lui voir en lui disant écoute, j'ai l'impression que tu as des difficultés sur ça et tout, est-ce que tu as besoin d'aide? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait faire qui pourrait t'aider à. Voilà quoi. Enfin, parler d'aide ou justement de mise en place d'outils ou de dispositifs pour venir compenser une défaillance quelconque, ça, c'est faire aussi un pas vers l'inclusion. C'est ne pas mettre de côté quelqu'un que vous voyez en difficulté, difficulté quelconque. Même si du coup on est sur des handicaps invisibles que parfois on ne voit pas, il y a des signes qui ne trompent pas, des fatigues intenses, des personnes qui sont tout le temps fatiguées. Bon, bah, la fatigue, c'est pas juste que vous avez fait la fête la veille et que vous êtes fatigué. Si c'est tous les jours, si c'est une fatigue chronique justement, des fois il y a des situations de santé qui impactent la fatigue et qui sont justement liées à des handicaps. Donc des fois il y a des petits signes avant-coureurs comme ça qu'il faut essayer de justement être sensibilisé à tout ça pour pouvoir les détecter et anticiper une situation et pouvoir toujours. Enfin, si vous avez un collègue qui est fatigué, vous allez le voir, vous lui dites ça va, dis donc, je te trouve souvent fatigué. Enfin, c'est pas mal. La personne le prendra pas mal. Et si jamais justement elle a une situation compliquée ou une situation de handicap, elle se sentira aussi peut-être plus en confiance pour vous en parler en disant bah oui, je suis fatiguée, mais c'est par rapport à ça et tout, ou, je suis en situation de handicap, du coup c'est un peu compliqué pour moi. Il y a des périodes où bah, c'est un peu la rechute et du coup bah, je suis plus fatiguée que d'habitude. Donc des fois, savoir prendre soin de l'autre aussi, c'est pas compliqué. Et il ne faut pas toujours aborder la chose sur le mot handicap. Parce qu'effectivement, une personne qui n'est pas en situation de handicap, et si vous allez la voir et vous lui dites, dis donc, j'ai l'impression que tu es handicapé parce que tu as ça, ça peut aussi être très blessant pour la personne qui n'est pas forcément en situation de handicap. Mais du coup, il y a toujours des solutions autres pour pouvoir aborder justement la question sous l'angle de la santé, ton état voilà, physique, mental, je te sens un peu perturbé en ce moment, est-ce que tout va bien? Enfin, ça, c'est des choses où en fait, vous allez en faveur de l'inclusion parce que vous ne mettez pas à part quelqu'un qui pourrait être mal et avoir des difficultés quelconques. Pareil, si vous voyez quelqu'un qui a... vous récupérez des copies, vous travaillez en groupe et vous voyez que la personne fait tout le temps des fautes d'orthographe, bon, bah, on va éviter la réflexion du dis donc, tu pourrais pas arrêter d'oublier tes S à la fin parce que quand c'est la deuxième personne, il y a les S. C'est plutôt du coup essayer d'amener la chose plus doucement et de se dire bon bah cette personne soit effectivement elle oublie tout le temps les S et c'est comme ça, soit vous vous rendez compte qu'elle inverse les lettres, qu'elle mélange un peu l'ordre des mots. Et dans ces cas-là, si jamais vous voyez que la personne, ça lui pose des problèmes, qu'elle s'énerve par rapport à ça parce que c'est quelque chose qui peut aussi nous énerver quand on n'arrive pas à compenser notre handicap, c'est des éléments sur lesquels vous pouvez avoir un impact vous aussi. Donc, est-ce que par rapport à tout ça, par exemple, la semaine prochaine, vous vous sentirez plus à l'aise sur le sujet du handicap, ou est-ce que c'est toujours quelque chose où vous avez quand même des a priori et des stéréotypes qui prennent le dessus et qui demain vous vous dites oui bon bah le handicap ok c'est comme ça, mais de toute manière vous vous estimez toujours pas concerné et vous pensez pas qu'à votre petite échelle vous pouvez faire une différence. Est-ce que demain du coup il y a des actions, je sais pas qui veut bien prendre la parole, mais est-ce que demain il y a quelque chose que vous pourriez mettre en place peut-être aussi collectivement au sein des écoles
pour vous dire, voilà, nous on a fait ça, c'est pas grand-chose, c'est pas quelque chose qui représente une charge considérable de travail, d'investissement financier ou quoi, mais en fait vous avez fait quelque chose. Et ce quelque chose, collectivement, à l'échelle des écoles Vidal ou individuellement, ça peut faire une grande différence aussi au niveau de la France et du handicap de manière générale. Parce qu'en fait, si chacun fait un petit peu en faveur de l'inclusion et à son échelle et en fonction de ce qui lui importe, si vous avez dans votre famille des personnes qui sont plus sur des troubles auditifs, si demain vous avez envie d'apprendre la langue des signes française parce que vous vous rendez compte que vous avez un proche, il est en train de perdre l'audition et vous voulez continuer à communiquer avec lui, bah ça en fait, c'est une action pour l'inclusion. C'est que vous, à votre échelle, même si vous n'êtes pas concerné directement par le handicap, vous faites quelque chose en fait qui permet aux personnes concernées et d'une manière collective de venir impacter positivement le handicap en France. Donc est-ce que demain, vous pouvez me dire, demain étant pas forcément demain, mais semaine prochaine, mois prochain, dans cette année, est-ce que vous pouvez par exemple me donner des exemples d'actions que vous pourriez mettre en place individuellement ou collectivement pour favoriser justement l'inclusion et éviter que le sujet du handicap soit vraiment tabou, comme il peut l'avoir été depuis quelques années. Ouais. Ouais. Ouais, justement, la notion de personne normale, elle est super intéressante parce que on a l'impression qu'en fait, les personnes en situation de handicap, elles sont à part. C'est comme les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques, c'est pas ensemble, c'est séparé. Mais en fait, il y a aussi une notion importante justement sur les personnes normales, c'est que comme la plupart des handicaps sont invisibles, et il y en a qui sont aussi silencieux, c'est-à-dire que vous n'avez pas forcément de douleur, d'impact au quotidien, qui vous rappelle que vous êtes en situation de handicap. Bah oui, en fait, une personne en situation de handicap, elle n'est pas anormale, elle n'est pas à part. Et souvent, c'est le mot qui revient quand on dit les personnes en situation de handicap et les autres. Souvent, les autres, on dit bah, les personnes normales. Non, c'est des personnes. Et après, on a des personnes qui ont des déficiences, des personnes qui ont une particularité qui vient en fait les rendre différents. Mais en soi, on est tous différents. Et il n'y a pas de normal ou d'anormal. Et ça, justement, c'est un mot qui est important sur la notion de handicap. C'est que demain, voilà, vous ne savez pas si vous allez vous retrouver dans cette situation ou pas, à cause d'un accident du travail, à cause d'une maladie qui s'est déclenchée comme ça du jour au lendemain, que ce soit définitif ou temporaire. Vous ne savez pas, en fait, votre état de santé de demain. Et du coup, la notion de personne normale, elle est super intéressante. Est-ce que du coup, on a d'autres avis, propositions sur comment demain être plus inclusif que justement se rendre compte que le handicap ne nous rend pas anormal? Ouais. Moi, je vais rebondir sur ce qu'il a dit. Mm. Concernant, désolé, je suis un peu malade, ma voix. Je ne dirai rien. Concernant le côté humain, on pourrait au moins tous faire un effort en ne portant pas de jugement et en restant bienveillant envers les handicaps invisibles surtout, comme les personnes autistes. Ouais. Ça nous est tous arrivé de voir dans le transport un enfant très turbulent, qui va sauter partout, crier, etc. Et juste, on regarde autour de nous, tout le monde porte un jugement en regardant intensément la maman et l'enfant, ou inversement. Et juste ça, on peut éviter de le faire. Et même pour la mère et l'enfant, ça enlève déjà un poids. C'était assez dur de porter l'autisme ou d'autres handicaps. Mm. Donc juste si on peut éviter de faire ça et être le plus bienveillant possible, ça pourrait changer énormément dans l'inclusion des handicapés. Ouais, je suis totalement d'accord.
On a les troubles autistiques justement sur les enfants qui pour les parents sont très compliqués à gérer parce que des fois les parents refusent le diagnostic. Hein. Donc pendant très longtemps l'enfant va avoir un comportement particulier et les parents ne voulant absolument pas mettre un mot là-dessus vont refuser les diagnostics et du coup vont se retrouver dans des situations justement où voilà l'enfant fait des crises parce que l'autisme on fait des crises d'autisme et donc l'enfant peut tout à fait faire une crise en plein milieu du public. Et là, en fait, effectivement, on a les stéréotypes et le jugement qui rentrent en compte. Et sur le handicap, c'est très présent. Il faut savoir aussi que pour les enfants, par exemple, vous avez le TDAH, les troubles dissociatifs, l'hyperactivité de l'attention, tout ça, tout ça. Vous avez aussi des situations qui, justement, des enfants qui se font reconnaître en situation de handicap puisqu'ils ont un TDAH ou d'hyperactivité qui est très prononcé. Et donc, dans ces cas-là, on rejoint justement le fait qu'on est sur un degré élevé en fait, d'une situation particulière. Et en fait, cette particularité va nécessiter de vous faire reconnaître en situation de handicap puisque vous avez la nécessité d'avoir des compensations pour justement mieux vivre en communauté. C'est-à-dire avoir des temps calmes, ne pas forcément, avoir une aide par exemple à l'école. Ceux qui ont des troubles autistiques ou des troubles de l'hyperactivité ou de l'attention, des fois vous avez des personnes qui sont présentes dans les classes pour une ou plusieurs personnes en situation de handicap et qui viennent en fait les aider au quotidien. On pourra penser ce qu'on veut de cette aide. Qui justement n'a pas forcément les moyens nécessaires pour pouvoir être aussi efficace qu'elle le devrait. Mais c'est ça, par exemple, l'aide, la compensation au handicap, elle peut être financière avec une allocation parce qu'à la maison, par exemple, on ne peut pas faire son ménage ou on ne peut pas s'habiller, donc on a besoin d'une aide par rapport à tout ça. Ça peut être matériel. Moi, par exemple, au niveau de mon travail, c'était matériel. C'était un bureau assis debout, un fauteuil particulier. Ça peut être organisationnel, c'est-à-dire que là, on vient toucher donc à l'organisation, donc aménagement des horaires, mi-temps thérapeutique, mi-temps, tiers-temps, tous les tiers-temps aussi pour l'école. Et ça peut être aussi des compensations humaines, donc des aides de personnes qui sont qualifiées et qui sont spécifiques pour venir compenser le handicap d'une personne, donc que ce soit des enfants ou des adultes. Vous pouvez aussi avoir donc des assistants, des assistantes qui sont dédiés pour venir compenser votre handicap et vous aider dans votre vie de tous les jours. Donc ça, effectivement, le jugement, les stéréotypes, en fait, et ce qu'on appelle les biais cognitifs, c'est-à-dire qu'on est tous paramétrés sans qu'on s'en rende forcément compte d'une certaine manière. Et les cultures dans lesquelles on grandit et dans lesquelles on s'inscrit viennent aussi alimenter nos biais cognitifs et nos stéréotypes. Si on parle du handicap à l'étranger, que ce soit en Europe ou dans le monde en globalité, vous verrez que le handicap n'est même pas défini de la même manière en fonction des pays. On n'a pas de définition du handicap universelle. C'est-à-dire qu'en Suède, en Autriche ou aux États-Unis, vous, en France, vous êtes en situation de handicap, là-bas, vous ne l'êtes peut-être pas du tout. Parce qu'ils ne définissent pas le handicap de la même manière. Et c'est comme ça aussi qu'on se rend compte qu'il y a des dispositifs qui sont mis en place qui, en fait, peuvent paraître anodins pour eux, mais qui, pour nous, sont super inclusifs. C'est de l'accessibilité universelle. Parce qu'en fait, chez nous, on n'a pas ça parce qu'on ne définit pas le handicap de la même manière. Donc ça, c'est super important de toujours se rappeler que sur le handicap, on a nos biais cognitifs, nos stéréotypes qui prennent le dessus automatiquement. Et donc là aussi, c'est un geste en faveur de l'inclusion qu'on peut faire. C'est toujours se dire, ok, je me pose avant de réagir, de dire un truc ou quoi. Si j'enlève mes stéréotypes, mes biais cognitifs, tout ça, que j'analyse un petit peu la situation, est-ce que là, je ne fais pas un amalgame de la situation? Est-ce que là, je ne surinterprète pas la situation de la personne? Et justement, voilà, parler avec bienveillance et comme à une personne normale d'une situation qu'on pourrait suspecter chez quelqu'un ou quelque chose qu'on a juste envie d'évoquer parce que c'est un sujet qui peut intéresser aussi d'autres personnes.
Donc, est-ce qu'en dehors de la personne normale et des stéréotypes, on a d'autres actions qui, pour vous, pourraient favoriser justement une inclusion demain? Ouais. Mais vu que la dépression est reconnue aussi comme un handicap, bah, ça serait bien peut-être de mettre en place des cellules de parole pour les jeunes Ouais. au sein de l'école Vidal. Et d'ailleurs, je connais une jeune entrepreneuse qui lance son entreprise pour aider les jeunes dans leur bien-être au travail, qui serait intéressée pour revenir faire des interventions à l'école Vidal. Ça pourrait être, Ça, les cellules d'écoute, c'est quelque chose qui est souvent prisé et super important. Aussi pour les personnes en situation de handicap. C'est-à-dire que par exemple dans les entreprises, souvent, vous verrez le dispositif mis en place, cellules d'écoute. Vous avez des numéros pour parler du sexisme, pour déclarer une situation de sexisme, pour déclarer une situation de discrimination. Pour parler du handicap, vous avez souvent des numéros, des plateformes qui sont dédiées. C'est pareil, par exemple, si vous avez les numéros d'urgence, pour appeler les pompiers, la police, tout ça, vous connaissez les numéros classiques, le 16, le 15, le 17. Il y a des numéros spécifiques pour les personnes en situation de handicap. Si vous êtes sourd ou malentendant, vous allez appeler le 114, par exemple. C'est une autre plateforme, mais qui, du coup, est adaptée. Ça, c'est des numéros, par exemple, où vous n'êtes pas concerné, mais par exemple, vous pouvez très bien vous renseigner sur vos numéros, vous les noter quelque part, et vous dire que le jour où vous avez une personne qui est concernée, en fait, vous connaissez le numéro et vous pouvez lui apporter une aide beaucoup plus rapidement que si la personne ne le connaît pas ou que si elle ignorait quelque chose à ce sujet. Ça, c'est pareil. C'est des actions qui peuvent être anodines comme ça, mais connaître les numéros d'urgence pour les personnes en situation de handicap, c'est une action qui vient en faveur de l'inclusion. C'est pas parce que vous n'êtes pas concerné que demain, vous n'allez pas assister à un accident, vous êtes témoin de quelque chose, vous vous rendez compte que la personne elle est muette, du coup vous connaissez le numéro d'urgence des personnes quand elles sont sourdes et muettes. Ça en fait c'est des actions qui, ok vous n'êtes pas concerné, mais qui du coup favorisent l'inclusion. Donc ça c'est pareil, je suis d'accord plutôt avec cette notion de mettre des cellules d'écoute et en fait de toujours venir apporter une oreille attentive aux personnes, qu'elles soient en situation de handicap ou pas d'ailleurs. Mais l'écoute attentive est quand même quelque chose qui demain favorisera aussi l'inclusion pour venir justement libérer la parole à ce sujet. Est-ce qu'on a d'autres personnes qui voudraient prendre la parole justement sur des actions ou peut-être des questions que vous avez ou justement lever le voile sur un stéréotype quelconque pour venir un peu mettre du débat ou de la discussion dans ce sujet? Non, on n'a pas de réaction particulière du coup au niveau du sujet. Vous estimez demain que vous serez tous à l'aise pour parler du handicap? Bon, du coup, si vous n'avez pas de questions particulières, je vous remercie quand même pour votre écoute et votre participation. J'espère que du coup, ça a permis de vous éveiller un petit peu sur le sujet du handicap, d'éclairer quelques lumières qui, des fois, vous auriez pu ne pas y penser en fait au premier abord. Et j'espère que du coup, demain, vous serez peut-être plus vigilants à vous et aux autres sur la notion du handicap et de l'inclusion. Merci à tous du coup.